Alors, on a commencé à passer en revue hier les conséquences macroéconomiques sur les marchés de cette guerre. Comment est-ce qu'on navigue dans la tempête, Mireille, globalement là, on garde son sang-froid d'abord. Là, j'allais dire, on est vraiment au cœur du cyclone. Oui. Donc là, j'allais dire, on fait le dos rond. On attend à minima la fin de la semaine pour voir comment ça retombe. Ça sert à rien de prendre des décisions intempestives, surtout sur les marchés financiers. Ça, c'est surtout moi je parle des épargnants. Je ne parle pas des gens qui tradent. Et les épargnants, pour le coup, en général, ils ont une stratégie de long terme. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ce soit sur votre assurance vie ou ailleurs, dans votre PEA, etc., vous avez déterminé une stratégie de long terme. Pour le moment, vous vous y accrochez. Pas de décision intempestive, on attend de voir ce qui va se passer. Là, c'est vraiment trop tôt. Vous voyez, d'un jour à l'autre, vous venez de le dire, tout se retourne. Tout se retourne, tout se stabilise pour l'instant. Omar, sentiment général, et puis après, on va donner quelques idées. Voilà, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de ne pas céder au sensationnalisme. C'est clairement le vrai conseil à suivre. Compliqué, quand même. C'est compliqué, évidemment, mais l'objectif, en tout cas, le travail à faire du côté des investisseurs, c'est de vraiment comprendre un petit peu toutes les informations qui sont en train d'affluer. Et de les convertir un petit peu en variables macroéconomiques. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. L'exemple typique, c'est un petit peu la situation sur le détroit d'Ormuz. Donc bien évidemment, on voit que les tankers ne progressent plus. Et ils ne progressent plus pour des raisons d'assurance, parce que les armateurs refusent d'aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, et c'est aussi là où je trouve que Trump a été très smart, c'est-à-dire d'avoir fait un message en expliquant que s'il fallait servir de garantie pour ces tankers-là, on pourrait le faire. S'il faut accompagner ces tankers-là, par exemple, justement, au sein du détroit, on peut le faire. Donc c'est quelque chose qui a un petit peu apaisé les marchés pour l'instant. C'est ce qui fait aussi que la progression du baril est de moins en moins importante, même si elle reste quand même assez forte. Mais pour l'instant, on est dans un statu quo. Je pense que les marchés attendent d'avoir beaucoup plus d'informations. Et je pense que justement, c'est ce que devraient faire un petit peu tous les investisseurs aujourd'hui. Être patient, ne pas céder à l'envie d'acheter tout ce qu'ils pourraient trouver comme potentielle opportunité, mais plutôt d'attendre les futures informations. Attention quand même, parce que puisqu'on parle du détroit d'Ormuz, on croit comprendre que même si demain, par la force des choses, le trafic redevenait a priori normal, c'est a priori. Les assureurs vont peut-être attendre un petit moment, même si la route était dégagée d'une certaine façon pour baisser leurs primes. Là, malheureusement, on est peut-être parti pour quelques semaines d'incertitude. Bon, Mireille, qu'est-ce qu'on fait ? On a commencé à parler de quoi ? De l'assurance vie. Alors l'assurance vie, par exemple, comment on... L'assurance vie, là, les gens sont tranquilles, on peut les rassurer. On peut les rassurer. Parce que les assurances vie, c'est à peu près, c'est combien l'assurance vie ? C'est 2107 milliards d'euros investis d'encours. Là-dessus, vous avez 60% qui est sur le fonds garanti en euros. Donc sur ce fonds-là, il n'y a strictement aucun risque de perte de l'argent. Là, on est sur l'obligation d'État du titre du papier. Et justement, là, on l'a vu, c'est même l'inverse. Quand il y a des soucis quelque part, quand on a des problèmes, des craintes sur la dette des États, quand on a ce genre, vous voyez la LOAT 10 ans, donc le taux auquel l'État emprunte à 10 ans a augmenté, n'est-ce pas ? On était à 3,2 vendredi avant le début de l'offensive, on est monté jusqu'à 3,42 Là, on est à 3,39, 3,42 hier, donc ça monte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour un assureur, l'assureur, il achète pas mal d'obligations d'État, il achète ces OAT-là. Ça veut dire que le rendement de l'OAT monte, c'est bon pour les investisseurs. Absolument. Si l'assureur, il achète à un meilleur rendement, il va vous rendre du rendement supplémentaire dans votre fonds garanti en euros. Donc, aucune inquiétude sur le fonds garanti en euros. Alors après, il y a bien 40% qui est investi sur les unités de compte. Là, effectivement, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Donc les unités de compte sont les actions, les obligations, etc. La plupart des gens ont une gestion déléguée, c'est-à-dire ils donnent la gestion à leur assureur. L'assureur, théoriquement, ou le gestionnaire, celui qui gère les grandes sociétés de gestion, Lazard, Rothschild, ils savent quoi faire, théoriquement. Et puis celui qui gère tout seul, c'est ce que je disais tout à l'heure, on attend 2-3 jours là, pour voir ce qui se passe, parce que les bouées de sauvetage, on n'arrive pas à les identifier là, à ce stade. Il y a trop de données économiques partout. C'est difficile déjà pour les professionnels d'y voir clair. Donc pour un particulier, donc c'est pas le métier, même s'il aime ça. Vous voyez, les conséquences, on va voir. On n'en sait strictement rien. Mais globalement, j'allais dire, l'assurance vie, aucune inquiétude. Donc ça vaut pas le coup de passer un coup de fil à son banquier quand même par rapport à cette si jamais on a envie. Si on s'inquiète, on peut le faire. D'ailleurs, les banquiers, théoriquement, alors après, dans la banque de taille, je ne sais pas, mais dans les banques privées, etc., ils envoient, quand il y a un choc de marché comme ça, ils envoient des choses pour rassurer les gens. Voilà. Donc effectivement, si vous êtes inquiet, vous appelez votre banquier, puis il va vous dire effectivement comment lui, il voit les choses. Omar, d'accord là sur ce que dit Mireille sur Absolument d'accord. J'ai assez travaillé en banque privée pour le savoir. C'est exactement le réflexe que l'on voit du côté des banques privées en tout cas.
tout cas. Bon, voilà pour l'assurance vie. Vous voulez dire un mot du crédit immobilier également? Alors là aussi... le crédit immobilier, c'est pareil. Rappelez-vous la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, l'inflation galope. Oui. On est à 5,20 d'inflation en 2022, donc c'est l'année du déclenchement de la guerre. Il y a toujours un petit décalage pour les crédits. En 2022, on était à 1,70 en moyenne, crédit immobilier à 20-25 ans. En 2023, l'inflation est toujours très élevée, 4,90 en moyenne. Et là, les taux des crédits sont à 4,35. Quand l'inflation est élevée, donc quand les taux montent, le taux des crédits monte avec. C'est automatique. Et là, qu'est-ce qui se passe? À 4,35 en moyenne de taux de crédit sur l'année, eh bien, le nombre de transactions immobilières chute de 16%. Et du coup, les prix baissent de 3. Donc, sur le marché immobilier, c'est direct, mais il y a un petit décalage. Donc là, ça fait 2 jours que c'est la panique. On va peut-être attendre 2 minutes. On a reçu hier matin, les premiers taux pour le mois de mars des courtiers immobiliers. Donc, je pense qu'ils avaient fait leur taux avant le déclenchement de la guerre, donc on ne sait pas trop. Les banques leur ont donné leur taux avant le déclenchement de la guerre. C'était en légère baisse pour mars. Sur 20 ans, on passait de 3,22 en février à 3,20. Pourquoi? Parce que avant, encore une fois, le déclenchement de cette guerre, les banquiers ont vraiment envie de prêter. Et là, le printemps qui arrive, c'est la pleine période immobilière. Donc, c'est là que les banquiers vont choper du client. Donc, pour choper ces clients, il faut leur donner des bons taux des crédits. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Sauf que, mais effectivement, si l'OAT continue de monter, parce qu'un crédit immobilier, les banques, elles regardent 2 taux. Elles regardent les taux courts. Elles font un genre de Macédoine avec les taux courts. Ça, c'est le taux de la BCE. Donc là, on est toujours à 2%, il n'y a pas de raison que ça change dans les jours qui viennent. La BCE est quelqu'un de raisonnable. Et puis, on regarde aussi l'OAT 10 ans. Pourquoi? Parce que l'OAT 10 ans, c'est le taux auquel l'État emprunte. Mais il se trouve que les banques empruntent quasiment au même taux que l'État. Donc, quand une banque, elle emprunte à ce taux-là, elle répercute pour les gens à qui elle prête. Donc, si l'OAT continue à monter, il y a fort à parier que les taux des crédits immobiliers vont monter un peu. Voilà, moins bonne nouvelle, donc, a priori. Peut-être, on verra pour ceux qui souhaitent se lancer dans un emprunt immobilier, là, dans un projet immobilier. C'est peut-être trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire, oui. Pour l'instant, c'est encore trop tôt, parce qu'en réalité, ce que l'on remarque un petit peu sur le marché obligataire en France, et même un peu mondial d'ailleurs, c'est juste qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran, bien évidemment, on a une peur que l'inflation reparte, donc on applique une prime de risque finalement sur ces marchés-là. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est juste un pricing qui est fait assez rapidement, ça se comprend parfaitement, c'est parfaitement logique, mais peut-être que justement ce fameux pricing-là peut disparaître si les choses s'apaisent assez rapidement, je précise, ça s'apaise assez rapidement du côté de l'Iran. Tout dépendra effectivement, évidemment, on en revient toujours à la même question, la durée du conflit, mais vous avez remarqué que ce qui effraie les marchés, c'est qui provoque une petite poussée d'acné sur les marchés, c'est aussi le fait de se dire, les banques centrales, puisqu'on parlait des banques centrales, seront-elles toujours aussi accommodantes? Vous avez vu hier les chiffres, les stats sur la probabilité perçue des investisseurs de voir la Fed baisser ses taux d'intérêt au mois de juin. Ça a baissé. Certains quand même amorcent déjà le discours qui consiste à dire « et s'il y avait un relèvement ?» Scénario complètement inenvisageable il y a encore quelques temps, mais certains commencent, évidemment, vous me direz, les marchés cherchent à se faire peur de manière générale. Mais en fait, en tout cas, du côté de la BCE, celle qui a déclenché un petit peu tout ça, c'est Isabelle Schnabel, justement, qui a parlé potentiellement d'une hausse de taux. À titre personnel, je n'y crois pas vraiment. Parce que je pense que le principe... pas d'un relèvement. Non, moi je n'y crois pas du tout, parce que quand on regarde un petit peu les 2 locomotives que sont l'Allemagne et la France, on se dit que potentiellement un relèvement des taux serait un petit peu plus problématique. Pour information, à nouveau, l'Allemagne est un petit peu en phase de transition, on sait que la croissance n'est pas au top, l'inflation reste quand même assez maîtrisée, et puis en France, pas de croissance, et l'inflation aujourd'hui est autour de 1% sur 12 mois courants. Donc c'est difficile d'envisager d'augmenter les taux quand on a nos 2 locomotives à l'arrêt. On peut aussi faire confiance à Donald Trump pour faire du forcing au cours des prochaines semaines si d'aventure il y avait des velléités, ne serait-ce que de statu quo monétaire, même si on rappelle évidemment que l'actuel patron de la Fed va s'en aller en mai prochain et qu'un nouveau arrivera dans la foulée. Oui, c'est ça aussi qui stresse les marchés, c'est l'attitude des banques centrales dans cette configuration évidemment, donc ça va rester évidemment une épée de Damoclès au-dessus des marchés. On voulait dire un mot du taux d'épargne des Français, parce que ça aussi c'est une donnée clé. Historiquement élevé aujourd'hui. Historiquement très élevé. Il est à 18,3 en 2025. C'est le taux le plus élevé depuis 1979. C'est surtout le taux d'épargne financière à l'intérieur qui est à 9,1. Donc ça, c'est le taux le plus élevé depuis 1950, depuis qu'on regarde... Alors qu'est-ce que c'est ça, par contre? Vous peut-être expliquer ce que c'est le taux d'épargne? Ça, c'est vraiment c'est pas l'immobilier, justement, c'est le reste. Et ça, c'est un taux d'épargne qui est très élevé. Alors pourquoi? Il y a
pas mal de facteurs. Il y a toutes ces craintes. Donc là, la guerre, mais on n'avait pas attendu celle-là. Il y avait l'Ukraine, il y avait Gaza, il y a eu le Covid, qui n'est pas une guerre, mais enfin qui est quand même un énorme choc. Donc il y a plein d'énormes chocs. Par ailleurs, il y a un vieillissement de la population. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand la population vieillit, les personnes de plus en plus âgées épargnent de plus en plus. Enfin, c'est pas des gens qui consomment, c'est pas ceux-là qui consomment le plus. Et puis, troisièmement, il y a avec l'inflation, c'est l'inflation aussi qui a généré ça. Parce que quand le taux du livret A était à 3% pendant 2 ans, les gens qui ont beaucoup investi là-dessus, vous voyez. Donc voilà. Par ailleurs, on parle des taux des crédits, enfin des taux des placements qui ont beaucoup augmenté et qui ont donc grossi finalement l'enveloppe d'épargne des Français, mais il y a aussi la revalorisation des prestations sociales, on l'oublie souvent, mais les pensions de retraite ont été revalorisées, je ne sais plus, de 5,3% en 2024. 5,3% vous donnez de revalorisation à des retraités qui consomment moins, ça fait grossir. Donc là, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? Le taux est historiquement élevé. Est-ce que ça va durer? Certainement, mais il y a des chances que ça redescende un peu, justement, parce que l'inflation est maîtrisée. Aujourd'hui, le taux du livret A, il n'est plus à 3, il est à moitié moins, il est à 1,50. Et l'inflation est maîtrisée, elle est à 0,9 là. Donc ça veut dire que les prestations sociales, dont les pensions de retraite, sont revalorisées du même montant, vous voyez. Donc là, on revient à des choses tout à fait raisonnables. Donc ce qu'on se dit, c'est eu égard aux inquiétudes générales géopolitiques, et en France, puisqu'on voit bien le taux de chômage remonte un peu. Donc les gens s'inquiètent, donc ils vont continuer à épargner fortement, mais du fait, encore une fois, de l'inflation, le taux d'épargne devrait baisser un petit peu l'année prochaine. D'accord avec ça, Omar? Entièrement d'accord sur le fait que le taux d'épargne restera toujours aussi élevé pour plusieurs raisons. En fait, il y a aussi la partie immobilier. Le marché est à l'arrêt, donc bien évidemment, ceux qui ont du capital de côté ne peuvent pas nécessairement l'utiliser comme apport pour leur projet immobilier. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, et ça se reflète un petit peu sur l'inflation aujourd'hui, qui est à 1% sur 12 mois courants, c'est le fait qu'en réalité, il y a une incertitude économique complètement en France. Aujourd'hui, le taux de chômage commence à repartir à la hausse. Donc, bien évidemment, de plus en plus de personnes sont, en tout cas, sur une phase un peu plus vraiment actée sur l'épargne de précaution. Donc, la tendance, en fait, devrait continuer. Avec le conflit que l'on voit aujourd'hui, finalement, les craintes vont augmenter. Donc, en fait, ce conflit-là accentue finalement la tendance que l'on voit aujourd'hui. Du fait, en plus, de l'incertitude politique, évidemment, qui va prévaloir encore pendant au moins 1 an, si ce n'est après. Sauf si on se place dans l'idée que peut-être qu'il y aura enfin une majorité à l'Assemblée nationale, quelle qu'elle soit. Évidemment, c'est un risque. Bon, il nous reste 2-3 minutes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des idées, des produits sur lesquels on peut éventuellement jeter un œil là, dans la tourmente? Je voulais vous parler, moi, du PER, du plan d'épargne retraite. Je sais que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai regardé la loi de finances et on avait une seule bonne nouvelle sur le PER, c'est qu'aujourd'hui, quand vous versez de l'argent sur votre PER, cette somme, vous pouvez la déduire de votre revenu imposable. Mais il y a une limite, un plafond chaque année. Voyez, cette année, je peux déduire, si je gagne par exemple 70 000 euros, je peux déduire 10% de mon revenu professionnel, 7 000 euros. C'est chouette, j'enlève ça de mon revenu professionnel, bien. Et je peux déduire ça, et je peux déduire les plafonds non consommés des 3 années d'avant. Et là, la loi de finances, elle a dit, maintenant, on passe à 5 plafonds, donc c'est 2 plafonds de plus. Donc ça veut dire une plus grosse déduction. Alors, on se dit, c'est chouette, dès 2026, je vais pouvoir déduire sur 2026 et sur les 5 plafonds non consommés d'avant. C'est pas comme ça que ça marche. On regarde pas en arrière, on regarde en avant. On dit, c'est votre plafond pour 2026 qui va pouvoir, lui, être récupérable pendant 5 ans. Donc avant que ça se voie, il faudra attendre 2030. En 2030, on aura nos 3 plafonds habituels, plus celui-là, le 2026. Et en 2031, on aura nos 5 plafonds vraiment. Donc, pour le PER, pendant 3 ans, là, il n'y a aucun changement. On déduit l'année en cours plus les 3 d'avant. Et c'est à partir de 2030 qu'on a une année de déduction en plus. Et à partir de 2031, on aura effectivement, et là, pour toute la suite, nos 5 plafonds de déductibilité. Je voulais juste le dire parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit c'est chouette cette année le PER. Cette année, en fait, ça ne change rien. C'est pour l'avenir. C'est bon de l'avoir en tête, évidemment. Bon, puis du côté des actions, comment est-ce qu'on navigue là, Omar? Encore une fois, juste ça remet de patience. Arbitrer. Non, mais c'est vrai, ça remet de patience. Je sais très bien que beaucoup d'investisseurs se disent qu'il y a des opportunités partout. Et puis bon, on est habitué depuis une quinzaine d'années maintenant à se dire qu'il faut toujours buy the dip, toujours acheter parce qu'évidemment, on a toujours une politique monétaire qui est accommodante, une Fed qui accompagne, une politique budgétaire qui est beaucoup plus expansionniste aujourd'hui à travers la planète. Donc,
c'est sûr que c'est plus facile de se dire qu'il y a des opportunités toujours. Mais je pense là, il va y avoir de bons points d'entrée sur certaines valeurs, certains secteurs. Sur certains secteurs, oui, le secteur du software, la sécurité, je m'en doute. Ouais. Mais encore une fois, je pense que l'incertitude reste totale sur la partie géopolitique, mais aussi sur la partie monétaire. On en parlait tout à l'heure avec la Fed, notamment, où finalement, on ne sait pas du tout ce que souhaite le nouveau président de la Fed, qui doit encore être auditionné par le Sénat, et être validé par le Sénat d'ailleurs. Donc, on a une incertitude monétaire, une incertitude budgétaire aussi, parce que les droits de douane ont été retoqués par la Cour suprême. On est en train de s'imaginer... Exactement, on est en train d'imaginer un petit peu la suite par rapport au remboursement. Donc quand on a passé une loi fiscale qui dit on va réduire les impôts, eh bien à un moment donné, on se demande comment est-ce que ça va être financé. Donc est-ce qu'on n'aura pas plutôt des dépenses supplémentaires du côté des États-Unis, donc finalement un déficit beaucoup plus important et des taux longs beaucoup plus élevés. Donc c'est toutes ces questions-là qui subsistent. Donc il faut s'armer de patience et c'est aussi pour ça qu'on a toujours ce fameux range sur le S&P 500 qui dure entre 7000 points et 6500. Il y a des périodes où on cumule les difficultés. Voilà, oui, surtout que là, si vous voulez, on a un choc boursier, c'est normal eu égard à ce qui se passe, mais il y a quand même des constantes. Il y a des États qui sont très fortement endettés. Oui. Il y a des valorisations sur les marchés américains qui sont les plus fortes depuis la crise de 29. Donc il y a quand même d'autres éléments d'inquiétude aussi sur le marché. Donc tout ça cumulé, effectivement. Du sang-froid avant toute chose. Voilà, ce sera le mot d'ordre de cette matinée. Merci beaucoup à tous les deux. Mireille Wimbert, journaliste indépendante. Merci Mireille, à très vite. Merci Omar, merci de passer nous voir. Omar Dibo, cofondateur de Fineco, avec nous sur BFM Business. Merci.